Aujourd'hui, on va se questionner, mais qu'est-ce qu'un leader syndical? C'est la question cœur aujourd'hui qu'on va débattre, qu'on va soulever. Et pour amorcer cette discussion-là, deux professeurs des HEC, M. Marc-Antonin Hembert, donc professeur agrégé au département de gestion des ressources humaines des HEC Montréal, spécialisé dans le domaine des relations du travail. Il détient une maîtrise en gestion des ressources humaines de HEC, un doctorat en relations industrielles de l'Université de Montréal et a complété en 2009 des études postdoctorales au département de management de l'Université King's College à Londres. Marc-Antonin est également chercheur au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, plus communément appelé le CRIMT. Il mène d'ailleurs actuellement plusieurs projets de recherche portant sur le syndicalisme international, l'évolution des pratiques de négociation collective dans le secteur privé au Québec et le leadership syndical, un domaine de recherche. Il a publié plusieurs articles et ouvrages portant sur ces problématiques et collabore avec plusieurs organisations syndicales au Québec, en Europe et en Amérique latine sur ces différents projets. Il est accompagné par M. Olivier Doucet, qui est professeur agrégé au service d'enseignement de la gestion des ressources humaines également à HEC Montréal, où il enseigne la gestion des ressources humaines et la gestion de la performance dans divers programmes. Ses principaux intérêts de recherche portent sur le leadership des gestionnaires, le leadership partagé et les pratiques de gestion à haute performance. Il collabore également à des projets sur la thématique du leadership en milieu syndiqué depuis quelques années. Il s'intéresse à ces sujets principalement à travers les dynamiques interpersonnelles et de groupe, en cherchant à voir leurs impacts sur l'engagement et la mobilisation des employés. Mesdames et messieurs, sur la question du leadership syndical, j'inviterai M. Hembert et M. Doucet à l'avant. Merci. OK, alors bonjour tout le monde. J'ai appris que les gens qui me précédaient à ce micro, sur cette estrade hier, c'était nul autre que les apartistes. Ça s'appelle faire de la gestion d'attente, mais on ne sera pas aussi divertissant, ça je peux vous le garantir. On va essayer d'être intéressant par contre. Alors, l'objet de notre séance aujourd'hui est double en fait. Évidemment, on veut aborder la question du leadership. On a, je pense, tout l'avant-midi là, pour aborder cette question-là. Donc, on souhaite peut-être dans un premier temps aborder la question du leadership syndical. On vient d'HEC Montréal, donc ça nous donne le droit de parler aussi de l'entreprise privée, et je vais le faire tout de suite. Je vais vous dire qu'au niveau du leadership, les formations qui se donnent, le thème du leadership est beaucoup plus développé dans l'entreprise privée. En fait, parmi les formations de cadres et dirigeants les plus populaires en Amérique du Nord se trouvent les formations sur le leadership. En fait, c'est des dizaines de millions de dollars que les entreprises investissent depuis 20 et 30 ans sur des formations en matière de leadership. Dans le monde syndical, autant les études, les recherches, que je dirais les dépenses dans ces domaines-là ne sont pas tout à fait évidemment au même niveau. En fait, même le terme même de leadership a déjà eu mauvaise presse au sein du mouvement syndical, certains pensant que le leadership renvoyait à des prises de décision qui sont unilatérales, qui vont à l'encontre des règles de démocratie syndicale. Notre point de vue, évidemment, est autre aujourd'hui. Ce qu'on veut faire valoir notamment, c'est qu'il est absolument critique pour les organisations syndicales, surtout, je vous dirais, aujourd'hui, où on va dans les organisations syndicales, comme dans d'autres organisations, vivre de la relève, du leadership qui va évidemment à un moment donné s'opérer. Il est fondamental de s'arrêter et de se poser la question, qu'est-ce qu'un bon leader syndical pour notre organisation? Il y a plusieurs organisations syndicales au Québec et ailleurs, dans d'autres pays avec lesquels on a collaboré, qui ont entamé des réflexions très sérieuses sur ces questions-là. Et on va utiliser un petit peu ces exemples-là au cours de l'avant-midi pour illustrer nos propos. Donc, je dirais, on va aborder donc dans un premier bloc la question du leadership syndical en se posant, comme je l'ai dit, des questions relativement simples. Qu'est-ce qu'un bon leader syndical en 2014? Plus précisément, quelles sont les compétences, les qualités, les comportements qui sont requis qui définissent, si vous voulez, un bon leader syndical? On va également se demander, c'est quoi les effets du leadership syndical? Et là-dessus, on a des réponses. C'est-à-dire qu'il y a des recherches empiriques qui ont été menées dans toutes sortes d'organisations syndicales et Olivier va traiter notamment de ce sujet-là. Mais le leadership, on va le détailler tout à l'heure, a des effets très concrets, notamment sur l'engagement des membres dans la vie syndicale.
On pourrait évidemment aborder la question donc, du leadership syndical d'une façon très théorique. C'est pas ce qu'on va faire. On va vraiment essayer le plus possible d'être concret, en se basant notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des recherches empiriques qui ont été menées sur ce sujet-là dans différentes organisations syndicales, puis en faisant également état d'une recherche qu'on vient de mener avec une des fédérations de la CSQ. Donc, on a sondé quelques centaines de membres au sein de cette fédération-là, et on l'a fait uniquement pour disposer de données qui étaient le plus près possible de votre réalité syndicale. Donc, on va voir également, Olivier va nous exposer un peu qu'est-ce qui ressort de ça. Donc, évidemment, je comprends que chaque fédération a peut-être des problématiques qui sont différentes, mais c'est important pour nous d'arriver avec des données qui étaient le plus près possible de ce que vous vivez dans vos milieux de travail respectifs. Après la pause, il va y avoir évidemment, suite à cette conférence-là, qui va être faite en bonne partie par Olivier, il va y avoir une période de questions, de commentaires. Évidemment, toutes les questions et commentaires seront bienvenus. On va prendre une pause. Et par la suite, il va y avoir un travail en table ronde sur donc, la question du leadership, mais la question également du développement du leadership dans les organisations syndicales. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut faire dans les organisations syndicales pour s'assurer d'avoir des bons leaders, puis s'assurer de développer également les militants, les représentants qui veulent éventuellement occuper des positions de leader au sein du mouvement syndical. Alors, avant de débuter, peut-être une ou deux précisions. Ça ne sera pas un cours sur le leadership syndical, ce n'est pas une séance de formation non plus sur le leadership syndical. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment une séance de réflexion collective sur le thème du leadership syndical. L'intelligence sur le leadership syndical, elle n'est pas sur l'estrade ici, elle est dans la salle. Et donc, vous allez évidemment, au cours de cet avant-midi, être sollicité à différents moments pour vous exprimer sur ces questions-là. Et on est là essentiellement pour apprendre. Autre point de vue, peut-être un petit commentaire d'ordre méthodologique. Quand on parle de leadership syndical, évidemment, on pourrait faire référence à toutes sortes de réalités. Nous, de la façon dont on définit, en fait, le niveau qui nous préoccupe le plus, c'est le niveau local. Okay? Donc, les représentants syndicaux au niveau local, les délégués, c'est surtout qu'on va faire référence là, dans le reste de notre présentation. Ce concept de leadership, c'est vraiment le leadership des représentants locaux plutôt que des postes de président de fédération ou de centrale qui ont des réalités ici qui nous apparaissent un peu différentes. Tu peux changer. OK. Alors, avant de céder la parole à mon collègue Olivier Doucet, qui va venir vous exposer quelques modèles de leadership et nos données de recherche donc sur les effets du leadership dans les organisations syndicales, je veux prendre 2 ou 3 minutes simplement vous préciser pourquoi on en est venu au CRIMT à travailler sur cette problématique du leadership syndical. Alors, je vais résumer à peu près 30 ans de recherche sur le syndicalisme en 2 minutes, donc vous comprendrez que je vais peut-être tourner un petit peu les coins ronds. Dans les années 80-90, on était essentiellement préoccupé au CRIMT et ailleurs, d'ailleurs, par ce qu'on a appelé le phénomène de la crise du syndicalisme. Il y a toutes sortes d'études qui ont été publiées dans ces 2 décennies-là sur les facteurs qui déstabilisaient les organisations syndicales. Je pense que dans une certaine mesure, l'intervention de Diane Gagné hier a dû en faire référence. Alors, je ne vais pas les énumérer. Je pense que vous les connaissez tous très bien. Mais je peux peut-être préciser qu'il y a 2 constats qui ressortaient de la littérature, des recherches sur le renouveau syndical. Premièrement, les sources d'affaiblissement du mouvement syndical sont multiples, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Évidemment, on peut penser aux transformations dans l'environnement politique et économique, mais également à des défis qui sont vraiment inhérents au fonctionnement interne des organisations syndicales. Deuxièmement, l'affaiblissement, je dirais, relatif des syndicats a des conséquences. Ça a des conséquences sur l'épuisement professionnel, ça a des conséquences également sur la surcharge de travail, sur la précarité de l'emploi. Les organisations syndicales demeurent encore aujourd'hui les seuls acteurs qui ont la légitimité, la reconnaissance légale et les ressources, vous allez me dire peut-être limitées, mais pour faire office de contre-pouvoir auprès de certains employeurs et de certains gouvernements. Alors, pour essayer de se sortir des risques, je dirais, de défaitisme ou d'immobilisme qui peuvent être associés à une lecture foncièrement... Olivier, tu peux changer? Non, c'est fait. Donc, pour se sortir du défaitisme qui peut être associé à une lecture qui est foncièrement négative de l'environnement des organisations syndicales, à partir des années 2000, les recherches qui ont été faites ont surtout porté sur ce qu'on a appelé le renouveau syndical. Je pense que même à l'intérieur de la centrale, ici, vous avez une commission sur le renouveau syndical, et honnêtement, toutes les grandes organisations syndicales au Québec ont ce type également de structure. Les recherches qui ont été publiées sur le renouveau syndical ont fait quoi? Bien, essentiellement, sont venues documenter
les innovations mises en place par certaines organisations au Québec, ailleurs dans le monde, pour essayer, si on veut, de reconstruire un rapport de force. Alors là, évidemment, encore une fois, les pistes de renouveau étaient multiples. Il s'agissait de revoir les structures de fonctionnement interne, les stratégies de recrutement, d'établir des nouvelles coalitions avec des syndicats à l'étranger, avec des mouvements sociaux, etc. Donc, ce pan de recherche-là, quand même, était intéressant parce qu'il a démontré, hors de tout doute, que le mouvement syndical avait une capacité d'innovation. On a organisé un congrès au CRIM, il y a, je pense, 2 ou 3 ans, qui portait le titre de l'innovation syndicale. Je peux vous dire que tous mes collègues sont retournés vers nous et disent « innovation et syndicat dans la même phrase ». Ils disent « oui, ça se peut ». Pour eux, c'était une révélation. Ce qui s'avère peut-être également particulièrement pertinent de noter, encore une fois, qu'est-ce qui ressort de ces études-là. En fait, les conclusions, c'est ça qui est intéressant, les conclusions étaient souvent les mêmes. La plupart des analyses donc, qui ont été produites débouchaient sur une conclusion, à savoir que sans une direction claire, sans une communauté d'intérêt, sans des liens forts entre les organisations syndicales et leurs membres, sans des leaders capables de porter des projets aux différents niveaux de l'organisation, le renouveau, bien souvent, restait un projet inachevé. Alors, on s'est rendu compte qu'on a peut-être pensé le renouveau syndical beaucoup dans une optique organisationnelle stratégique. On s'est demandé qu'est-ce que doivent faire les organisations syndicales pour reconstruire un rapport de force. Quel genre de stratégie ils doivent mettre de l'avant. Et on a peut-être sous-estimé pendant ce temps-là, je dirais, l'importance du rôle des représentants syndicaux au niveau local, qui sont pourtant, évidemment, les premiers véhicules de ce renouveau syndical. Or, je dirais, les quelques études qui se sont centrées très récemment sur ces représentants au niveau local démontrent, et je ne sais pas si c'est le reflet d'une réalité que vous vivez, mais du moins dans les recherches, ça ressort de façon très forte, que ces représentants, le travail de représentation est devenu beaucoup plus complexe aujourd'hui. Évidemment, on pourrait parler de mondialisation, de pression compétitive, qui ne se font pas juste sentir d'ailleurs dans le secteur privé, je pense que vous en conviendrez. On pourrait parler de la gestion de la diversité. La diversité, d'ailleurs, prise sous toutes ses formes. Ça peut être, que ce soit, je dirais, pris sous l'angle des générations, de l'appartenance ethnique, des statuts d'emploi, des identités professionnelles. On a aujourd'hui, dans nos milieux de travail, beaucoup plus de diversité qu'on en avait il y a 20 ou 30 ans. Également, des besoins nouveaux des membres. Et ça, vous êtes probablement beaucoup mieux placé que nous pour le savoir, que ce soit en termes de conciliation travail-famille ou autre. Des besoins nouveaux aussi des employeurs en termes de flexibilité, de productivité, d'efficacité et autres. Et donc, les multiples défis auxquels sont confrontés les représentants au niveau local soulèvent des questions nouvelles quant à l'évolution de leur rôle et de leurs compétences de leadership. Et je pense qu'on est dans une bonne période actuellement pour se poser ce genre de questions-là. Et si je peux être très pragmatique, on va revenir sur ces questions-là, mais est-ce que ce qui définissait un bon leader syndical il y a 30 ans est encore d'actualité aujourd'hui? Vous allez me dire, il y a peut-être des choses qui demeurent, il y a peut-être des choses qui ont évolué. Je vais employer un langage de gestion de ressources humaines, encore une fois, j'ai le droit, je viens d'HEC. Est-ce que le profil de compétences est le même? Est-ce que la description de tâches est la même? Ça, c'est des questions, évidemment, sur lesquelles on aimerait beaucoup vous s'entendre. Évidemment, vous comprendrez que l'hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil des décennies. Alors, ce sont ici donc des questions qui sont au cœur de notre projet de recherche sur le leadership syndical. Et c'est un projet qu'on ne mène pas seul. Olivier Doucet, évidemment, fait partie de notre équipe. Christian Lévesque d'HEC Montréal, un de mes collègues également. Catherine Le Capitaine de l'Université Laval, que vous allez voir cet après-midi, fait également partie de cette équipe de recherche. Alors, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier, qui va venir préciser un peu. Olivier vient pas d'un background de relations de travail, c'est ce qu'on trouvait aussi, bon, c'est un défaut, mais personne n'est parfait. Et ce que je trouvais intéressant d'avoir quelqu'un comme Olivier, c'est qu'on a une expertise forte sur le leadership, mais beaucoup sur le leadership aussi des gestionnaires, et tu vas faire des parallèles notamment avec ce qui se fait dans le monde syndical. Donc, Olivier va venir préciser un peu ce qu'on entend par leadership, les principaux modèles également de leadership, et surtout insister sur les recherches qu'on a menées au cours des dernières années sur les effets concrets du leadership sur l'engagement syndical. Alors, Olivier. Alors bonjour, merci Marc pour cette superbe mise en contexte.
Donc, le leadership, on dit un concept populaire. Si on regarde dans le domaine de la gestion, c'est probablement un des phénomènes qui a été le plus étudié en termes de nombre de recherches là, dans les 50 dernières années. On dit aussi que c'est un concept qui ne date pas d'hier, parce que si on remonte au temps des philosophes grecs, Socrate, Platon se questionnaient déjà sur, finalement, qu'est-ce qui distinguait un simple individu d'un grand leader. Et pour eux, en bonne partie, ça passait par la capacité oratoire, la capacité de convaincre, d'avoir une logique implacable dans son argumentaire. Et donc, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que je pense que mon collègue Daniel Beaupré a fait un très, très beau récapitulatif historique des différents modèles de leadership hier. Mais simplement vous dire que, dans le fond, dans les définitions un peu plus contemporaines, c'est vraiment juste vers la fin des années 30 où on est arrivé, notamment par les travaux de Barnard, à voir le leadership comme une habileté, comme une capacité d'influence et une capacité de convaincre d'autres personnes, pas nécessairement pas de les forcer, mais bien de les convaincre, de les mobiliser à suivre un cours d'action, à suivre des projets qui peuvent être rassembleurs. Et donc, suivant ces recherches-là dans les années 40, il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont voulu voir, dans le fond, qui se sont intéressés aux grands leaders. Donc, ils ont voulu voir quelles sont les caractéristiques, les traits de personnalité qui font que certaines personnes brillent, certaines personnes vont être mobilisateurs, vont être stimulants pour un groupe. Donc, ces gens-là se posaient des questions, par exemple, on n'a qu'à penser à René Lévesque, Winston Churchill, Mère Teresa. Quelles sont leurs caractéristiques profondes qui font que ça a été des leaders inspirants? Est-ce que c'est leur intelligence? Est-ce que c'est leur charisme? Est-ce que c'est leurs caractéristiques, finalement, sociodémographiques? Il y a eu des recherches assez amusantes, justement, là-dessus, à savoir que si vous étiez un homme de race blanche, vous mesuriez 6 pieds ou plus, vous étiez de belle apparence physique, vous multipliez par 40 vos chances d'être un dirigeant d'une organisation. Donc, c'est juste pour vous dire aussi que, finalement, le portrait de leadership, avec tous les stéréotypes qu'on a, dans le fond, a des caractéristiques très stéréotypées et des caractéristiques très fortes qu'on transporte d'une culture, qui se transportent d'une culture à l'autre. Et donc, on était dans une vision très déterministe, si on veut, du leadership. C'est-à-dire que pour ces gens-là, on naissait leader. Donc, on possédait des caractéristiques propres, des caractéristiques individuelles qui étaient propres à nous. Et donc, on les avait ou on ne les avait pas. Et en réaction un peu à ce courant-là, vers les années 70, 60-70, on s'est beaucoup plus intéressé aux théories qu'on dit comportementales, où là, c'est de dire, oui, il y a peut-être des prédispositions à être un leader, mais finalement, qu'est-ce que le leader fait dans ce quotidien? Quels sont les comportements qu'il adopte? Quels sont les comportements qui font la différence auprès des membres, auprès des employés? Et donc là, dans le fond, on s'est non seulement intéressé à ces comportements-là, mais on a aussi regardé, on est parti de la strate vraiment des dirigeants, par exemple, de vos organisations syndicales, mais on a regardé aussi toute la question des gestionnaires intermédiaires, la question des délégués, dans le fond, de dire, eux aussi peuvent, le leadership, c'est pas juste une affaire de gens au haut de la pyramide, le leadership, c'est une affaire collective, et ce sont des gens de toutes les strates qui peuvent exercer du leadership. Et donc, on a essayé de voir aussi quel pouvait être l'impact de ces gens-là sur le terrain, auprès de leurs membres, auprès de leurs employés. Et donc, c'est un peu nos travaux sur le leadership syndical s'inscrivent un peu dans cette perspective-là. Et donc, quand on a commencé le projet, notre première préoccupation, ça a été d'aller voir dans la recherche qu'est-ce qui se faisait en matière de modèles, de théorie de leadership. De voir au niveau syndical, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait très, très peu dans le milieu syndiqué de théorie, de modèles de leadership. Il y en a beaucoup dans le monde de la gestion. Il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, ce qu'on a voulu voir dans un premier temps, c'est de dire, est-ce qu'il y a certains de ces modèles-là qu'on peut emprunter au monde de la gestion qui sont pertinents pour le milieu syndical? On en a identifié 3. D'abord, le leadership transformationnel, qui est vraiment un leader qui va être capable de faire en sorte que les individus vont dépasser leurs intérêts personnels pour s'orienter davantage sur les intérêts collectifs, donc sur les intérêts de l'organisation. Donc, c'est des gens qui sont rassembleurs.
On a identifié 4 grandes caractéristiques que vous voyez à gauche, dans le fond, 4 grandes catégories comportementales. C'est-à-dire que ce sont des leaders qui ont une vision. Il y a un fil conducteur. Ils ont une idée très claire de là où ils veulent aller. Ce sont des gens qui communiquent cette vision-là, finalement, à leurs employés, à leurs membres. C'est des gens qui donnent l'exemple. Donc, ce sont des modèles à suivre. Ils véhiculent, ils appliquent dans leur quotidien ce qu'ils prônent. C'est des gens qui n'hésitent pas à challenger le statu quo, à toujours avoir un souci d'améliorer les choses, de se renouveler, de ne pas rester dans des carcans traditionnels, de se dire, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces contraintes-là, ces obstacles-là? Et finalement, le 4e comportement, c'est la considération des individus. Donc, ce sont des gens qui vont être à l'écoute de leurs membres, des gens qui vont avoir à cœur le succès de leurs employés. Et donc, je vous ai mis, là, plusieurs l'auront probablement reconnu, je vous ai mis l'image de Martin Luther King, qui, selon moi, incarne très, très bien ce modèle de leadership-là. Il avait une vision très forte d'un monde, d'un pays, les États-Unis, sans discrimination, sans ségrégation entre les gens de couleur et les Blancs. Et donc, il était animé par cette vision-là. Il s'est inspiré beaucoup des méthodes pacifistes de Gandhi, donc il avait étudié beaucoup ses travaux, ses façons de faire, et lui a donné l'exemple en lançant beaucoup de stratégies, notamment des boycotts, notamment des marches pacifiques qui réunissaient parfois 25 000, 50 000 personnes. Donc, il était très rassembleur, il donnait l'exemple de dire, bien, c'est important si on veut être crédible, si on veut être écouté, d'être pacifiste, donc de ne pas aller dans la violence, dans la haine, ces choses-là. C'est quelqu'un aussi qui aimait ça être challengé. Donc, il s'était entouré de ce qu'il appelait ses lieutenants, donc des gens, des intellectuels qui avaient de bons égos, qui étaient capables de critiquer ses idées, qui n'hésitaient pas à le faire non plus. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas tomber dans une vision étroite de son projet. Il voulait être capable de rester dans cette vision large, de voir toutes les situations d'un même problème, tous les angles des enjeux auxquels il s'attaquait. Et finalement, c'était quelqu'un qui était très près des individus. Puis au-delà de tout le débat racial pour lequel on connaît la personne, lui, il était animé aussi par les iniquités dans la société, notamment au sein de la pauvreté. Il avait été très surpris de constater que même parmi les plus pauvres aux États-Unis, dans le fond, il y avait une majorité de Blancs. Et donc, au-delà de son combat contre la ségrégation, dans le fond, il était animé par des valeurs d'équité et il voulait, dans le fond, aider les gens les plus pauvres de la société à pouvoir vivre décemment. Deuxième modèle qui nous intéresse, le leadership authentique. Donc, ce sont des gens qui ont une très bonne conscience d'eux, des gens qui ont une réflexion introspective importante, qui connaissent leurs forces, leurs faiblesses. Ce sont des gens aussi on parle de transparence relationnelle, donc ce sont des gens qui vont communiquer avec intégrité, qui vont communiquer avec ouverture, qui vont dire franchement ce qu'ils pensent. Ce sont des gens aussi, quand on parle du point de vue moral, des gens qui ont des idéaux moraux très importants et donc qui vivent qui sont animés par ces idées-là et ces projets-là. Et donc, dans leur quotidien, ils appliquent constamment ces principes-là. Finalement, ce sont aussi, on parle de traitement équilibré, donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ce sont des gens qui vont avoir un style de leadership plus participatif. Donc, vont consulter tous les acteurs, vont essayer de voir les enjeux pour chacun, puis de trouver des solutions qu'on pourrait dire win-win, donc des solutions qui vont être positives pour tout le monde. Je vous ai mis la photo d'Anita Roddick, peut-être un personnage un peu moins connu. C'est la présidente fondatrice de Body Shop, l'entreprise, donc des produits de beauté, de cosmétiques pour femmes principalement. Pourquoi je vous ai mis une dirigeante d'entreprise? Principalement parce que je pense qu'elle représente très bien le leadership authentique, de par le fait qu'avant de fonder son entreprise, c'était une enseignante. Elle a enseigné pendant plusieurs années. Elle était aussi une militante pour les droits de la femme. C'était une activiste pour des causes environnementales. Et donc, pour elle, fonder son entreprise, c'était une façon, donc elle avait des idéaux, des valeurs très importantes pour elle. Et pour elle, fonder son entreprise, c'était une façon de rejoindre, de faire avancer ces causes-là. Et donc, c'est elle, dans la fin des années 70, qui a lancé tout le
le mouvement pour ne pas tester les produits de beauté sur les animaux. Donc, c'est elle aussi qui a essayé de faire beaucoup de choses pour ces entreprises, de développer des parcs éoliens pour respecter l'environnement. Auprès de ses fournisseurs dans d'autres pays, elle allait voir des communautés un peu plus pauvres, puis elle essayait de faire en sorte que ces communautés-là se développent à travers leur relation de partenariat et qu'ils ne créent pas une relation de dépendance avec l'entreprise non plus, qu'ils trouvent des moyens pour améliorer leur sort, pour se développer collectivement comme société. Donc, elle a fait beaucoup à ce niveau-là. C'était aussi dans la conscience de soi, elle connaissait l'influence que pouvait avoir une entreprise. Donc, elle a fait beaucoup de signés de pétitions parmi ses employés, parmi ses clients, pour faire changer des lois aux États-Unis, notamment des lois sur l'environnement. Et donc, pour elle, c'était un véhicule. Donc, le fait d'incarner ce leadership authentique, c'était un véhicule pour promulguer ses valeurs. Troisième point, troisième modèle, dans le fond, le leadership éthique, qui est, somme toute, assez simple. Dans le fond, c'est le fait, ce sont des gens qui vont avoir des valeurs éthiques très importantes et qui vont réussir à rassembler les gens autour de ces valeurs-là. Donc, vous aurez probablement tous reconnu Nelson Mandela, qui est je vous dirais, un modèle qui représente très bien cette forme de leadership-là. À savoir que, bon, cette personne-là a été emprisonnée une bonne partie de sa vie, là, presque 30 ans, et aurait très bien pu vouloir se venger par la suite, vouloir lancer des révoltes, des choses comme ça, mais il est resté très près de ses principes éthiques, ses valeurs de compassion, d'ouverture vers l'autre, de respect. Et il a su convaincre, finalement, en Afrique du Sud, il a su convaincre une minorité blanche qui était au pouvoir et une majorité noire que sans ces valeurs-là, de part et d'autre, sans ce climat d'ouverture envers l'autre, une réconciliation serait impossible. Et donc, c'était pour moi un exemple assez juste de ce que pouvait être le leadership éthique. Alors voilà pour les belles théories. Maintenant, dans le fond, ce que je vous inviterais à faire, c'est juste prendre quelques secondes individuellement pour vous dire oui, mais ceci étant dit, dans le fond, qu'est-ce que c'est le leadership syndical pour moi? On va y revenir, on va avoir l'occasion d'avoir des échanges là-dessus plus tard, mais juste, qu'est-ce qui monte quand vous réfléchissez à ça? Quels sont les comportements que j'adopte comme délégué dans mon quotidien envers mes membres pour faire preuve de leadership? Qu'est-ce que je m'attends de mes délégués syndicaux pour qu'ils mobilisent leurs membres? Et donc, c'est intéressant parce que les premières interventions qu'on a faites auprès de milieux syndiqués, dont la CSQ, nous ont fait sortir plusieurs éléments qui parlaient de leadership, finalement. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a plusieurs parallèles à faire intéressants avec les trois modèles dont on vient de parler. Donc, notamment, si on regarde la vision, le fait d'être à l'écoute, d'être mobilisateur, ce sont des éléments qui interpellent directement le leader transformationnel. Si on regarde le fait de décideur, de vulgarisateur, d'optimisme, ce sont des éléments qui se rattachent davantage au leadership authentique. L'intégrité, enfin, finalement, étant une caractéristique importante du leadership éthique. Donc, c'est de vous montrer aussi que ces éléments-là rejoignent quand même une certaine réalité. Est-ce que vous, de votre côté, il y a des choses qui vous interpellent? Est-ce qu'il y a d'autres choses, des éléments dont on n'a pas parlé? Et ça sera une occasion d'échange fort enrichissante par la suite. Donc, dernier bout de théorie, ensuite on va passer aux résultats concrets. Quels sont les principaux effets recensés? Donc, j'ai essayé de juste vous donner un portrait des trois modèles de leadership dont on vient de parler. Quel est l'impact de ces comportements-là, finalement, auprès des employés, auprès des membres? Comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de recherches en gestion, donc dans la colonne de gauche. Et donc, ça a été associé à une plus grande performance de la part des employés. On parle aussi d'une plus grande performance hors tâche. Donc, non seulement le fait de bien travailler, mais d'avoir un certain professionnalisme, le désir d'en faire un peu plus, le désir de s'améliorer constamment, de collaborer, d'échanger avec des collègues qui en ont besoin pour les aider aussi dans leur travail. Donc, une vision un petit peu plus collective, si on veut.
Ça a été associé aussi l'impact du notamment leadership transformationnel à un plus grand sentiment d'engagement envers l'organisation. Donc, dans quelle mesure je m'identifie à mon entreprise, dans quelle mesure je sens que je fais partie de la famille. Même chose, ça a été associé à davantage d'innovation, de créativité de la part des employés. Et tout ça, c'est bien beau pour l'organisation, mais ça ne se fait pas nécessairement au détriment de l'employé. À savoir que ça a été aussi associé, ces formes de leadership-là, à une augmentation du bien-être chez les employés, à une diminution du stress au travail. Ça a été associé également à une diminution de l'absentéisme, du roulement. Donc, c'est des conséquences assez intéressantes pour les employés également. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait en milieu syndiqué? Il y a quelques recherches, beaucoup moins, mais on note quand même des effets positifs de ces formes-là. Savoir encore là, tout comme l'engagement organisationnel, l'engagement syndical, donc l'identification, dans quelle mesure j'ai un sentiment d'attachement avec mon syndicat. Donc, il y avait une association, un lien assez fort à ce niveau-là. C'était aussi associé à un bon climat de relations de travail. Donc, dans quelle mesure les relations entre l'employeur et le syndicat sont empreintes de bonne foi, se déroulent dans un climat d'ouverture. Ça, c'est quand même intéressant parce que, dans le fond, on pourrait, justement, si on le lie au leadership transformationnel, bien, ça serait, par exemple, un délégué syndical qui, au lieu d'utiliser des processus plus formels, de griefs, des choses comme ça, va pas hésiter à aller parler avec les représentants de l'employeur pour régler des problèmes, régler de façon informelle, adopter des politiques de porte ouverte, de transparence pour arriver à régler des choses dès le départ. Finalement, le dernier point, ce serait au niveau de la participation syndicale. Donc, ça a été associé positivement au fait de prendre des responsabilités, des postes au sein du syndicat et aussi au comportement de citoyenneté. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une forme d'implication, mais un peu moins importante. Donc, ce sont des gens qui vont assister aux réunions, qui n'hésiteront pas à relayer l'information qu'ils ont obtenue de leur syndicat, d'en parler avec leurs collègues, des gens qui vont aider des nouveaux membres à cheminer à travers le syndicat, à voir quels sont les différents services qui sont offerts et ainsi de suite. Donc, comment ça se traduit dans vos milieux? Donc, comme Marc-Antonin vous le disait un peu plus tôt, il y a l'une de vos fédés qui s'est prêtée à l'exercice et on a observé des résultats, somme toute, fort intéressants, notamment, dans le fond, donc, par rapport aux 3 dimensions dont on vient de vous parler, l'engagement syndical, le climat de relation de travail, la citoyenneté. Vous avez en bleu les scores de cette fédération-là qui a participé à l'exercice. Et en rouge, on a voulu vous fournir un comparable des études qu'on a menées dans d'autres milieux, notamment des milieux plus industriels, d'autres milieux syndiqués, pour vous dire, bien, des fois, comment on interprète nos résultats. Est-ce que c'est bon ou mauvais par rapport à d'autres? Donc, c'est un petit benchmark qu'on vous fournit ici. Alors, de dire, bien, somme toute, au niveau de l'engagement syndical, c'est très intéressant, c'est comparable à ce qui se fait, à ce qu'on peut voir ailleurs. La citoyenneté syndicale, même chose, légèrement plus positive, un peu plus faible que l'engagement, mais ça, c'est tout à fait normal, hein, parce que même si on a un attachement envers notre syndicat, des fois, il y a des causes familiales, il y a des gens qui ne pourront pas ou ne voudront pas s'impliquer davantage. Et donc, indépendamment du fait que je sois attaché ou que j'ai un sentiment d'affiliation, je peux vouloir ou non m'impliquer davantage. Donc ça, c'est tout à fait légitime et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est au niveau du climat de relations de travail, où là, il y a quand même un climat, somme toute, plus positif que dans d'autres milieux. Par exemple, des milieux industriels, où des fois, on va voir peut-être une plus grande dualité entre les patrons, entre le syndicat, ce qui semble un peu moins le cas ici. Et là, des questions qu'on se fait souvent poser. Est-ce qu'il existe des différences, finalement, entre les hommes et les femmes à ce niveau-là? À peine. On n'a pas trouvé rien de trop significatif, ne serait-ce que pour la citoyenneté syndicale, donc les hommes se percevant légèrement plus impliqués que les femmes. Donc, est-ce un biais perceptuel lié au genre, c'est-à-dire que les hommes, on a tendance à surestimer un peu notre contribution, ou est-ce que c'est lié à une réalité due au fait que des femmes vont s'occuper davantage dans la vie personnelle, des charges des enfants, des choses comme ça? Nos résultats ne sont pas capables de le dire, mais c'est quand même une petite différence.
Différence jeunes-vieux. Est-ce que les jeunes sont moins engagés que les plus vieux envers le syndicat? C'est quelque chose qu'on entend souvent. La réponse, dans le fond, oui et non. Pourquoi? Bien, ce qu'on observe, finalement, on a divisé, vous avez des différences au niveau du climat de relation de travail, il n'y avait aucune différence à travers les âges, mais pour ce qui est de l'engagement et de la citoyenneté, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, ce sont les 50 ans et plus, vous avez les 3 strates d'âge en bas, 35 ans et moins, 36-49 ans. Et donc, ce ne serait pas tant les 35 ans et moins qui sont moins engagés que les autres, parce qu'ils sont tout autant que la strate du milieu, mais ce serait davantage les gens plus expérimentés qui s'identifieraient davantage à leur organisation syndicale et qui s'impliqueraient davantage dans cette organisation-là. Donc, tout dépendant où vous mettez la frontière entre jeunes et moins jeunes, dans le fond, ça peut apporter une nuance à votre réponse. Et donc, qu'est-ce qu'on a cherché à savoir également dans ces premiers résultats-là, c'est de voir dans quelle mesure, quels sont les leviers qui ont un impact sur l'engagement, sur la citoyenneté. Pour les besoins de la conférence, on s'est limité à l'engagement. On ne voulait pas trop vous bombarder de statistiques ce matin. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, finalement, on a testé un ensemble de facteurs. On a regardé dans la recherche, dans la littérature, qu'est-ce qui avait un impact généralement sur le sentiment d'identification, de loyauté envers son syndicat. Et dans ce milieu-là, ce qui est ressorti, c'est 5 choses. La première chose, donc, je vous ai mis les 5 plus importants ici. Première chose sur laquelle je veux attirer votre regard, c'est la position du leadership transformationnel, qui est vraiment le deuxième élément parmi cette vingtaine de leviers qu'on a regardés, de pistes d'action. C'est vraiment un des éléments qui est lié très, très, très fortement à l'engagement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans la mesure, puis là, comme Marc-Antonin faisait la distinction, on parle bien ici de représentants, de délégués syndicaux. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens de l'exécutif syndical. Ce sont des gens qui sont très près de leurs membres, dans le fond. Et le leadership transformationnel, dans le fond, a une des influences les plus grandes là-dessus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vos employés vous perçoivent comme un leader transformationnel, bien, ils vont être s'identifier beaucoup plus à leur syndicat local. Autres éléments qu'on peut regarder, le soutien du syndicat. Donc, dans quelle mesure je sens que je suis supporté par mon syndicat? Dans quelle mesure je sens que mon syndicat répond à mon besoin, qui considère mes opinions comme membre? Ça, c'est un élément aussi très, très, très important pour l'engagement. Troisième chose, la justice procédurale. Donc, dans quelle mesure les règles, que ce soit au niveau du travail, les règles de fonctionnement dans le syndicat, dans quelle mesure ces règles-là sont claires, sont prises de façon constante et juste, donc il n'y a pas de favoritisme là-dedans. Dans quelle mesure j'ai un droit d'appel, j'ai le droit de me faire entendre par rapport à ces procédures-là. Donc ça, c'est un facteur très important. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a aussi évalué la justice distributive. Donc, dans quelle mesure je sens que mes efforts au travail, que mes conditions de travail, dans le fond, sont équitables, sont justes par rapport aux efforts que j'investis, par rapport aux compétences que j'ai développées, par rapport à ce que j'accomplis dans mon travail. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, même si la justice distributive était évaluée un petit peu plus négativement que la justice procédurale, l'impact sur l'engagement était somme toute assez faible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, même si des conditions de travail ou des résultats, on n'est pas nécessairement satisfait, bien, ce n'est pas ça qui fait une différence. Ce qui fait une différence, c'est dans la mesure où les règles sont claires, sont connues de tous, elles sont équitables. Et donc, si le processus est vu comme étant juste et équitable, c'est ça qui va faire une différence. 2 autres points importants, la considération syndicale. Donc, dans quelle mesure je sens que je suis important pour mon syndicat? Dans quelle mesure je sens que je ne suis pas un numéro? Et finalement, l'adéquation des valeurs. Ça, je trouve que c'est un concept intéressant. Dans quelle mesure est-ce que je me retrouve dans mon syndicat? Dans quelle mesure est-ce que je sens que mes valeurs personnelles rejoignent certaines des valeurs de mon syndicat? Donc ça, ce sont 2 éléments également qui avaient un impact important. Petite nuance à faire maintenant. Du côté gauche, ces 3 éléments-là, ce sont des éléments qui ont été évalués très, très, très positivement par les membres de cette fédération-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce sont des forces, des piliers importants pour l'engagement des membres
dans ce milieu-là. Est-ce que c'est la même chose dans votre milieu? Peut-être. On aura l'occasion d'échanger là-dessus. De l'autre côté, par contre, à droite, ce sont des éléments qui ont un point de vue un peu plus critique. Il n'y a rien d'affolant, on n'a pas d'éléments très, très, très négatifs, c'est un peu plus faible, donc c'est un jugement plus nuancé. Et donc, pour moi, dans le fond, dans mon œil de gestionnaire, ça devient des zones d'action, donc des pistes d'amélioration potentielles pour augmenter l'engagement, le sentiment d'attachement de nos membres. Pardon. Et donc, le dernier point qu'on a voulu faire, puis je vais clore ma présentation là-dessus, le dernier point qu'on a voulu faire, c'est de voir parmi la douzaine de comportements que je vous ai parlé au tout début de ma présentation sur les 3 modèles de leadership transformationnel, leadership authentique, leadership éthique, on a essayé d'isoler, dans le fond, quels étaient les comportements qui faisaient une différence au niveau de l'engagement des membres envers leur syndicat. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que très, très, très nettement, il y a deux comportements associés au leadership transformationnel qui ressortaient très clairement. Premier comportement, c'est celui de la vision. Deuxième comportement, c'est celui de la considération. Ça ne veut pas dire que les autres comportements ne sont pas efficaces. Ça veut tout simplement dire que ces deux comportements-là, un peu comme dans une course en vélo où il y a une échappée, où il y a un peloton de tête, dans le fond, ces deux comportements-là se démarquent et donc ça peut être des zones d'action. Donc, si moi, je veux avoir de l'impact comme représentant, comme délégué syndical, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ces actions-là. Est-ce que, dans le fond, comme représentant syndical, je sais clairement où mon organisation se dirige? Quelles sont les priorités de mon organisation? Est-ce que je véhicule ces priorités-là à mes membres? Est-ce que je présente ces priorités-là de façon attrayante, de façon positive ou plutôt de façon défaitiste ou de façon négative à mes membres? Donc, est-ce que je leur présente un projet enthousiasmant de ces priorités de l'organisation syndicale? Et finalement, dans le fond, la considération, c'est un besoin de base. Là. Les gens ont besoin d'être entendus, ont besoin d'être considérés. Et donc, comme leader, est-ce que dans mes actions, je me préoccupe, j'ai à cœur les besoins de mes membres? Est-ce que je valorise leurs opinions? Est-ce que je suis à l'écoute de leurs suggestions? Est-ce que dans la gestion quotidienne auprès de ces membres-là, je m'assure que leurs intérêts sont respectés? Et donc, finalement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces deux comportements-là ont un impact très, très grand sur l'engagement envers le syndicat. Donc, le désir d'en faire plus, d'être loyal pour cette organisation-là.